Allez les amis, on va commencer. Ça fait 52 minutes qu'on discute, les amis, alors qu'on est en retard. Let's go Dua Lipa. Let's fucking go. On va commencer la 7e journée, les amis. 7e journée, 2e semaine d'audience. On va d'abord lire un compte-rendu de Juliette Compion. Merci beaucoup pour les cheers. Go Dua Lipa. On va d'abord lire un compte-rendu de Juliette Compion et ensuite on va basculer, parce qu'elle a été là que la demi-journée, on va basculer sur un thread qui a été écrit, j'ai pas le nom du journaliste, mais en tout cas c'est le Nouveau Détective qui l'a posté. Je vous propose qu'on commence de suite. Bonjour à tous, mercredi 1er octobre, 7e jour d'audience au procès de Cédric Jubilard à Albi. On poursuit aujourd'hui les auditions des proches de Delphine, dont Anne, l'une de ses meilleures amies. Préparez les mouchoirs, je vous l'ai dit. L'audience a repris, mais l'accusé n'est pas dans la salle, souligne la présidente. Est-ce qu'il a entendu la sonnette, demande-t-elle. Cédric Jubilard entre avec quelques secondes de retard, entouré de 4 policiers. Anne, 48 ans, donc la meilleure amie, s'approche à la barre. Elle est citée comme témoin, mais aussi comme partie civile. Donc elle ne prête pas serment. Elle avait tissé des liens forts avec Delphine Jubilard. Cette mère de 2 enfants s'est rapprochée d'elle par le lien scolaire. Ce sont nos enfants qui se sont choisis et par la suite, les affinités se sont approfondies. Cheveux châtains, méchés blonds, mi-longs, pull noir, elle raconte que lors de sa séparation, Delphine Jubilard a été très soutenante, très présente. J'ai notamment pu apprendre des choses plus intimes sur elle, qui n'avaient pas tendance à se livrer. J'ai connu un couple relativement complice quand ils ont eu Louis et Elia, même proches, avec quelques gestes affectueux qui pouvaient transparaître. Elle est venue... Ah, pardon, excusez-moi. J'avais reçu le message d'une personne sur Instagram, mais j'ai la flemme d'aller chercher. Mais cette personne me disait que le premier jour du procès, Juliette Compion ne l'avait pas écrit, mais apparemment, ce qui avait été dit, c'est que Cédric Jubilard trompait Delphine pendant tout le début de leur relation. Et c'est dès qu'il y a eu les enfants qu'il a arrêté de la tromper. Et elle disait que ça semblait pertinent, et effectivement c'est très pertinent le fait que dès le début de leur relation, en fait, il l'a trompée, quoi. Et ça, on l'avait pas vu parce que Juliette l'avait pas retranscrit. On lui en veut pas, elle nous retranscrit déjà pas mal de choses, mais merci à la personne qui me l'a dit. Je sais pas comment elle a su, peut-être des articles ou j'en sais rien, mais en tout cas c'était pas sur le thread. On continue. Donc j'ai connu donc un couple relativement complice quand ils ont eu Louis et Elia, même proches, avec quelques gestes affectueux qui pouvaient transparaître. Et est venu le temps où Delphine m'a fait des confidences, disant qu'elle n'en voulait plus, relate-t-elle à la barre. Cédric a un jargon propre à lui-même pour communiquer. C'est assez cru, assez vulgaire, pointe Anne. Je ne pouvais pas passer du temps toute une après-midi avec elle, avoir une personne joviale devant moi, très à l'aise. Non, pardon. Je pouvais passer une après-midi avec elle, avoir une personne joviale devant moi, très à l'aise, souriante, qui parle librement. Et à l'arrivée de Cédric, ça a provoqué un on-off chez elle, se souvient-elle. Ça aussi, c'est red flag. Tu peux pas changer du tout au tout quand elle te fait peur, en fait, la personne, c'est tout. Habillé tout en noir, Cédric Jubilard l'écoute depuis son box, les yeux rivés sur elle. Comme d'habitude, ses jambes bougent beaucoup. Delphine m'a dit qu'elle avait honte de lui, honte de comment il parle, honte de comment il s'habille, se souvient Anne. Putain, elle aimait pas du tout sa personne, hein. C'est fou, hein. Il la rabaisse verbalement, avec un franc-parler très incisif, qui fait qu'elle n'avait pas de place pour s'exprimer. Elle n'existait plus, il n'y avait que Cédric. Pendant une soirée chez eux, je n'arrivais quasiment pas à parler à Delphine, détaille Anne. Ça aussi, c'est red flag. Ça aussi, c'est tellement red flag. De toute une soirée, t'arrives même pas à parler avec ta collègue parce que le mec, il monopolise Non, mais ça va pas. Mais en fait, il adore ça. Il adore l'attention. Elle relate une scène de violence sur Louis. Tout le monde a relaté une scène de violence avec Louis. C'est fou, hein. Le fils du couple Jubilard, lors d'une après-midi autour d'un lac, les enfants avaient échappé à la vigilance des parents et quand Cédric Jubilard récupère son fils, il lui tape dessus à coups de tongs. Elle se souvient que la situation s'envenime pour le couple à l'été 2020. Pour la maison, elle me dit « Je crois rêver. Cédric me demande de payer ma part sur le terrain. J'en déduis alors que le terrain lui appartient. » Relaye Anne à la barre. Cédric et Delphine commencent à faire chambre à part. La nuit, je dors dans le lit. Il vient me faire chier, lui confie Delphine. Horrible. Il dégoûte ce vieux gars, tellement. Fin octobre, Delphine Jubilard l'appelle pour lui annoncer avec soulagement avoir dit à son mari qu'elle souhaitait divorcer. Putain, elle vivait, mais étouffée, quoi. Oh. On se souvient le lendemain, elle se voit le lendemain et elle me raconte. Elle a les yeux larmoyants et se retourne pour ne pas que Louis la voie, relate la partie civile. Elle lui a donc dit qu'elle voulait divorcer et il lui a répondu « Non, on ne divorce pas. Sinon, je vais me pendre. »
Elle m'a dit qu'il a carrément fait les gestes. Il était très théâtral, détaille Anne. Ça me rappelle le geste qu'il a fait devant la tente, là, où il a pris le foulard et il s'est étouffé. Mais ce mec... Est-ce qu'on peut au moins condamner pour maltraitance sur les enfants tant qu'on est dans le procès? Mais c'est une excellente question, je ne pense pas. Je crois pas que ce soit dans les chefs d'accusation. Mais j'espère qu'il va pas récupérer... Si jamais il est innocenté, imaginez, il récupère la garde des enfants. Après tout ce qu'on a vu là sur la violence sur Louis, etc. Chantage au suicide, c'est dans le violentomètre. Tout à fait. C'est où? Menace de se suicider à cause de toi. Attendez, je vous le montre. Il est juste ici. Hop là, on est dans le rouge, les amis. On est dans le rouge. Totalement. Merci de l'avoir rappelé. Le violentomètre, très très utile dans cette affaire, hein, finalement. Très 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 utile. Hein. Il m'avait pas trop servi pour le procès Pellico. Parce qu'il cachait bien son jeu, mais là on a vraiment, beaucoup de rouge. Hein. Et allez, le chantage, allez hop, nouvelle case du bingo du red flag. Tellement, putain, il a un pet au cerveau ce type, c'est fou. Mais en plus, comment ça non? Je veux divorcer, non. Comment ça non? Tu es qui toi pour dire non? Qui es-tu? Il coche toutes les cases ce mec, tellement. Ce mec est plus red flag que le drapeau de l'URSS. C'est un bipolaire. Je sais pas, on n'a pas encore eu l'expertise psychologique, donc je sais pas. Allez, on continue. Leur fils Louis serait alors intervenu et aurait dit « Mais papa, fais comme tu me dis de faire, vaincre tes peurs. » Oh putain, elle est tellement chou. Anne était au courant que son amie avait un amant. Elle m'avait dit « J'ai un confident ». Mais je lui avais dit que je ne voulais rien vouloir savoir de plus car je voulais être transparente face à Cédric, raconte-t-elle. En août 2020, Cédric Jubilard s'est garé devant chez elle alors qu'il l'a ramenée d'une soirée passée ensemble. Et là, il me dit directement « Delphine a un amant ». Il me demande d'observer et de lui rapporter éventuellement ce que je peux savoir, déclare-t-elle. J'ai dit non. S'il y a quoi que ce soit, je ne le ferai pas car c'est mon ami à moi, soutient Anne. Le 20 novembre 2020, alors que la situation est très tendue entre Cédric et Delphine, elle décide de parler avec celui-ci sur le parking de l'école des enfants, dans le but d'apaiser la situation en lui demandant d'accepter la séparation. Mais vraiment, la situation, il ne veut pas l'accepter. Hein. Il ne veut pas accepter. C'est fou, hein. Là, il pleure. Il me dit qu'il l'aime et qu'il va finir les travaux de la maison. Et ensuite, c'est un masque qui se pose sur son visage. Il sèche ses larmes et il me dit « Si elle a un amant, je lui ferai à l'envers », rapporte Anne. Anne a vu Delphine Jubilard pour la dernière fois le 15 décembre 2020, juste avant la nuit de sa disparition. On a bu un café, on a discuté de la banque. On a discuté d'aller chercher les chèques cadeaux de son travail. On a assisté au premier pas d'Elia, se souvient-elle. Ça, c'était le 15 décembre. La veille de sa disparition, sa fille, elle a commencé à marcher. Oh. La présidente lui demande de détailler les formalités avec la banque. Elle raconte avoir conseillé à son ami de changer son code de carte bancaire pour ne plus que Cédric Jubilard l'utilise. Et Delphine Jubilard avait justement pris rendez-vous pour le faire ce jour-là. Putain, donc ça, c'est important de le souligner. C'est le jour où il n'avait plus accès à l'argent de Delphine que Delphine disparaît. Et c'est hyper suspicieux, hein. Dans quel état d'esprit est-elle ce jour-là, lui demande la présidente. Elle s'envole. Mais je perçois malgré tout qu'à la maison, c'est dur et que c'est difficile, se remémore Anne. La présidente la questionne longuement sur le chemin qu'emprunte Delphine Jubilard pour aller et venir de l'école, à la manière dont elle se garait. Ce point est important pour l'accusation puisque lorsque les gendarmes sont arrivés sur place le 16 décembre 2020 très tôt, la voiture était garée dans le sens de la descente. Mobile du crime. Franchement, c'est totalement un mobile, mais le jour même. C'est suspicieux à mort. Anne est formelle. Le 15 décembre 2020, lorsque Delphine Jubilard est rentrée, le véhicule était garé dans le sens de la montée comme à son habitude. Nouvelle preuve. J'en suis sûre parce qu'en passant, j'ai failli écraser son chien qui était sorti accueillir sa maîtresse. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé lors des premières auditions avec les gendarmes ? Lui demande la présidente. Parce qu'on ne me pose pas la question et du coup, je sais absolument pas que ça a de l'importance, rétorque Anne, toujours calme et concentrée là-bas. C'est vrai que franchement, en plus, ma meilleure amie vient de disparaître. C'est vraiment pas la première chose que je vais dire aux policiers, quoi. Elle apprend la disparition de son amie le 16 décembre 2020 à 5h30 du matin lorsqu'un gendarme l'appelle. Son téléphone est en sonnerie. Elle décroche. La gendarme lui demande si Delphine Jubilard a l'habitude de sortir ses chiens. Anne n'affirme ni n'infirme. Elle dit alors que son amie est possiblement avec son amant et qu'il faut la couvrir. La présidente lit une série de messages qui s'envoient
que s'envoient pendant Anne et Cédric le 16 décembre, donc le jour d'après la disparition. Celle-ci lui demande d'emblée si le couple s'est disputé la veille au soir. Lui assure que non, et que même il a fait un câlin à son épouse dans le lit conjugal avec leur fils. Anne met de côté la précision à 3 et pense qu'il fait référence à un rapport sexuel avec Delphine Jubilard. J'espère qu'elle le voulait vraiment, ce câlin, et qu'elle l'a pas fait pour avoir la paix, écrit-elle. Mon Dieu. Mon Dieu. Mais quelle horreur. Quelle horreur de penser ça. Cédric Jubilard affirme qu'il continue d'avoir des relations sexuelles avec sa femme et qu'elle lui a astiqué le poireau la semaine précédente. Interrogée sur ses messages à la barre, Anne dit avoir du mal à le croire, puisque Delphine Jubilard lui disait au contraire qu'elle n'avait plus de relation intime avec son mari. Mais comment tu peux dire ça alors que ta femme a disparu? Putain de bordel de merde. Astiquer le poireau. La grande classe. Non mais c'est un poète. Tout s'écroule le même jour pour lui. Divorce, pas d'argent, trompé. Bah c'est 100%, c'est un mobile. Mais stop. La beaufitude, c'est le bof originel en fait. Bon, c'est bon, j'ai le titre de la vidéo. Cédric, le bof originel. Bonsoir Pipa et à toute la secte. Bonsoir, installez-vous. On est en pleine subjugation. Distance, Pipa. Franchement, distance, j'ai envie de vomir. Hein. J'ai envie de vomir les merguez que j'ai mangé juste avant. Allez, on continue. Interrogée sur ses messages à la barre, Anne dit avoir du mal à le croire, donc, puisque Delphine lui disait au contraire qu'elle n'avait plus de relation intime avec son mari. Anne affirme que Delphine Jubilard n'avait pas du tout l'habitude de sortir ces deux charpés. Sous-entendu, elle ne les aurait certainement pas sortis le soir de sa disparition, en pleine nuit d'hiver et dans le froid. Après une pause d'audience, on entame les questions du ministère public. Vous étiez probablement la personne la plus proche de Delphine Ossagel, mais vous étiez aussi proche de Cédric, alors que beaucoup de personnes avaient du mal avec Cédric, relève l'avocat général. Oui, tout à fait, je suis proche des deux. Je suis pas là pour juger avec qui Delphine est. Du coup, je côtoie le couple dans son entier, confirme Anne à la barre d'un ton posé. L'avocat général l'interrompt sur la journée du 15 décembre 2020. Attendez, je fais juste... C'est bon, pardon. L'avocat, donc le 15 décembre 2020, lorsqu'Elia, la fille du couple, a fait ses premiers pas. Anne se souvient effectivement d'un moment très émouvant. La petite avait marché environ 1,50 m pour rejoindre sa mère. La magistrate lui demande comment Cédric Jubilard a pu griller son épouse, comme il l'a dit à Anne concernant la relation extra-conjugale de celle-ci. Je me suis posé longuement la question. Dans la configuration de la maison, il y a un mur derrière le canapé avec des ouvertures. J'ai pensé qu'il aurait pu regarder par-dessus son épaule, mais je n'ai pas de certitude de ça, rétorque la partie civile. Ok, donc en fait là, ça nous confirme, parce que je vous ai posé la question hier, est-ce que Cédric Jubilard était au courant de sa relation extra-conjugale? Enfin, pour moi, c'est pas extra-conjugale étant donné qu'elle était séparée de lui. Mais Cédric Depardieu, mais tellement, putain. Le gars n'a aucune sincérité, n'a aucune moindre sincérité, il est limite agacé que les gens soient tristes pour Delphine. Je te jure, soyez tristes pour moi. Cédric Jubilard a dit que c'était Delphine qui portait la culotte à la maison et que lui était un peu soumis. Vous êtes l'ami la plus proche du couple. Qu'est-ce que vous en pensez? Questionne l'avocat général. C'est pas du tout ça. Pour moi, Cédric prend toute la place comme à son habitude, pardon. Et Delphine, non, je ne suis pas d'accord. Le magistrat la réinterroge sur le sens dans lequel sa voiture était garée. Point fondamental de l'enquête. Elle réitère, et elle est formelle. Elle était dans le sens de la montée le 15 décembre 2020. Elle confirme par ailleurs que la charnière des lunettes de Delphine Jubilard n'était pas cassée, alors que les lunettes ont été retrouvées cassées en plusieurs morceaux au domicile du couple. Autre preuve qu'il y a eu peut-être bagarre. Le soir de la battue, Cédric Jubilard lui est apparu complètement détaché. Tout ce qu'il pouvait faire semblait faux, y compris pleurer, a-t-elle dit en audition. Putain, ils sont beaucoup à le dire. Comme bien d'autres témoins et parties civiles, elle relate des scènes de violence de Cédric Jubilard sur son fils, dont une fois où il a voulu s'en prendre à lui avec un morceau de câble électrique, mais elle l'a arrêté. Pas de correction comme ça chez moi. Ça veut dire que même quand il était chez les gens, il arrivait même pas à se retenir de frapper son enfant, quoi. C'est quand même du réel, une âme qui a disparu, ce n'est pas un film. Exactement. Alors c'est peut-être pas l'histoire la plus originale du siècle, mais on s'en fout. On parle d'une femme qui a disparu, on parle
d'enfants qui ont perdu leur maman, d'amis qui ont perdu leur meilleure amie, de frères, de sœurs, de tantes, de cousines. Enfin, je veux dire, on s'en fout que ce soit pas l'histoire la plus originelle du siècle. On s'en fout. Ça nous intéresse. Ça pointe des problèmes de société. Je sais pas, moi. Il dégoûte, taré, tellement. Il est frustré pour agir comme ça, mais en public. Mais en fait, il veut prouver quoi à qui? Qu'est-ce que tu veux prouver chez moi, là, que tu es capable de soumettre ton enfant en le frappant avec un câble électrique? Pardon? Ça vaut ce que ça vaut, mais imaginez si Delphine l'avait fait. La justice aurait peut-être eu des choses pour étayer, oui, c'est malheureux, mais laisser des traces. Avait fait quoi, SZ? J'ai pas compris. On va continuer. Le petit aurait également été mis à genoux devant l'école et aurait reçu une fessée cul nu. En fait, non mais... Ça le faisait kiffer, en fait. Et l'école en rien dit, mais je sais pas, c'était devant, peut-être que... S'il l'a fait devant, je pense que c'était pour faire le show. Hein. Il est choquant. Full témoignage de maltraitance sur le petit. Non mais là, c'est plus possible, en fait. On est en 1930 ou quoi. Mais en fait, c'est vraiment ça. C'est au bûcher, devant tout le village. Mais en plus, là, de ce qu'elle nous raconte, j'ai l'impression qu'il prend du plaisir à maltraiter Louis devant les gens. C'est pas il le fait en secret et que, tu vois, les gens voient des petits bleus cachés sous les vêtements. Non, non. Il aime donner les corrections en public. Qui explique cela au 7e jour, s'il te plaît? Ça, c'est la meilleure amie de Delphine. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun parent qui est intervenu ou quelqu'un de l'école? Franchement, je sais pas. On va continuer, mais je sais pas. Comment vous qualifiez... En plus, il pose même pas la question. C'est vrai que c'est hyper pertinent comme question. Comment qualifieriez-vous ces violences, lui demande l'avocate de partie civile, qui est vraisemblablement une collaboratrice de Malika Shmani, l'avocate qui représente les enfants. C'est de la maltraitance sur enfants, lâche Anne. Delphine m'a dit juste avant de disparaître qu'elle avait obtenu de Cédric que ça ne se reproduise plus, ajoute-t-elle, gagnée par l'émotion. Je l'aurais tellement pas cru. Côté partie civile, toujours, Morad Batik lui demande si elle a déjà vu Delphine Jubilard prier. Il veut pas lâcher le morceau, Morad. Merci à lui, hein. Merci à lui de pas lâcher le steak, mais franchement, c'est hilarant. Rapport au fait, que Cédric Jubilard affirme l'avoir vu faire sur le canapé. Ça n'existe pas dans la vie de Delphine, répond Anne du tac au tac. Précision, il s'agissait d'une prière musulmane selon l'accusé qui avait donc émis l'hypothèse que son épouse aurait pu partir faire le djihad. Le ton d'Anne se durcit peu à peu concernant Cédric Jubilard. Elle assure qu'il accumulait les mensonges et qu'il était capable de dire tout et son contraire. Bon, ça, on l'a remarqué. Elle affirme l'avoir entendu le 17 décembre 2020 échanger avec une femme qu'il connaissait. Celle-ci lui parlait des chiens et lui aurait rétorqué, « Ah, on est bien d'accord, elle ne sortait pas les chiens », alors qu'il a affirmé le contraire aux enquêteurs. Pauline Rongier l'interroge sur le comportement de Cédric Jubilard pendant l'enquête. « Il n'est pas du tout coopératif pour moi, il dit tout et son contraire tout au long de l'enquête », affirme-t-elle. Son avocate, Safia Akori, l'interroge sur son quotidien depuis la disparition de sa proche amie. Ce n'est plus du tout le même. C'est comme une montre qui fonctionne avec tous ses rouages et puis plus rien. Tout est difficile. Les enfants n'ont pas la même vie. Je n'ai plus de proches, je suis harcelée juste devant le portail de l'école, détaille-t-elle. J'ai retrouvé mes pneus crevés. Je reçois régulièrement des menaces sur mon téléphone et par les différents réseaux sociaux et directement en texto. C'est insoutenable au quotidien. Vous pouvez m'expliquer pourquoi cette femme est harcelée? Qu'est-ce qui se passe? Juste parce que c'est la meilleure amie de Delphine, je comprends pas. En fait, en plus, c'est ça, son avocate, elle l'interroge sur son quotidien depuis la disparition de sa proche amie. Donc, Delphine a disparu, Anne, c'est sa meilleure amie, donc on l'harcèle? Quoi? N'ayez aucun proche qui disparaît autour de vous, en fait, parce que sinon vous allez vous faire harceler, je comprends pas. Mais qu'on laisse cette femme tranquille, ses pneus crevés, menaces sur le téléphone, réseaux sociaux. Malheureusement, même avec des signalements, rien n'aurait été fait. Il suffit de lire l'IS loufoque, j'aime beaucoup ce député, qui se bat pour les enfants, ou l'histoire de la petite Marina Sabatier ou Gabriel Fernandez US. Mais en fait,
Mais en fait, non, enfin, c'est un problème de société, alors c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi, quand il y a des signalements, les enfants ne sont pas protégés? On est censé être une puissance mondiale. Une des plus grandes puissances mondiales. Comment, en France, les enfants, on est incapable de les protéger? C'est pas possible. Mais j'avais suivi un petit peu ce que faisait l'IS Loufoque, et c'est vrai que, enfin, j'avais vu un témoignage. Enfin, après, il a subi lui aussi, donc forcément, il est très bien placé pour en parler. Mais c'est vrai que ça m'avait mais tellement touché, et je me disais, mais enfin, c'est pas possible que nos politiciens ne fassent rien, même voire s'en foutent, quoi. Harcelé par Cédric ou plusieurs personnes? Ah non, mais c'est d'autres personnes, hein. Peut-être Cédric aussi, j'en sais rien, mais là, de ce que je comprends, c'est d'autres personnes, quoi. Les gars, ça va finir en guerre civile à force. J'ai vu qu'en Pologne, il y a des milices masculinistes qui se baladent dans les rues pour réprimander les femmes sur leur tenue. Comment ils peuvent critiquer l'Afghanistan? On y est, hein. Nous y est. Enfin, je suis désolée, à un moment donné, c'est exactement la même chose, hein. Plus de place dans les foyers. Mais c'est pas normal. On n'est pas censé ne plus avoir de place. Comme les hôpitaux ne sont pas censés laisser mourir les gens. Enfin, c'est la base de notre système, c'est ça, en fait. Donc, en fait, il y a tout qui se barre en couille. Et nous, on laisse faire. Et nous, on s'intéresse à des débats qui n'ont pas lieu d'être. Il faut multiplier les signalements. Parfois, un éducateur vient à son domicile. Et si vraiment les violences persistent, les enfants sont retirés. Après, est-ce que ça dépend pas des villes aussi, des capacités d'accueil, etc. Parce que pour moi, enfin, je l'entends pas, ça. Hein. J'arrive pas à l'entendre. Je vois un papa baisser le pantalon de son fils pour lui mettre une fessée devant une école. Jamais je me dis, bah, il va rien se passer pour lui, quoi. Jamais. C'est exactement ce que j'ai vu dans les commentaires, les mêmes mecs qui critiquent l'islamisme. En fait, c'est pour ça, pour moi, ça n'a aucun sens. Hein. Vraiment, je ne comprends pas. Tu critiques, mais tu cliques, quoi. Vous voulez faire la même chose. Pas vraiment, les villes sont surchargées. C'est départemental, l'ASE. Donc ça dépend des départements. Elle aurait dû s'enfuir chez sa copine. Mais non, mais attends. Elle aurait dû. Bien sûr qu'elle aurait dû. Même pour ses enfants, elle aurait dû les faire en sorte de les protéger. Évidemment qu'elle aurait dû. Mais au bout d'un moment, en fait, t'es submergé par le travail, t'es submergé par le quotidien, et surtout, tu n'es pas coupable. Mais bien sûr, moi, si ça avait été mon amie Delphine, évidemment que je lui aurais dit, casse-toi, et assume ce choix. Assume-le et assume-le pour toi et tes enfants. Mais après, c'est pas si facile de partir aussi quand un homme est violent. Et là, on sait qu'il avait menacé de mort. Il a même menacé de chantage si jamais elle partait. Donc rien que ça. L'emprise, c'est compliqué. Au-delà même de l'emprise. Les conséquences peuvent être graves. C'est pour ça même, il faut des structures pour les femmes qui veulent partir. Enfin, voilà. Rien ne marche à cause d'une volonté politique. Mais évidemment. Et moi, c'est ça qui m'énerve au plus haut point. C'est ça qui me débecte. C'est ça qui me... Franchement, le combat, il se situe là. Si on veut faire changer les choses, c'est par là que ça passe. Hein. Pipa, s'il te plaît, tu peux faire passer un message. Manifestation nationale le 15 novembre à 14h contre les violences faites aux enfants et aux ados. Bah, le message est passé. 14 novembre, 14h. Donc, dans un mois et demi. Manifestation nationale, ok. J'allais te dire, c'est où? J'imagine la République à Paris. Pour l'IS Loufoque, qui n'a malheureusement pas été élu. Ah, d'accord. Oui, parce qu'il était en campagne. Pour moi, j'étais persuadée qu'il allait être député. C'est justement parce qu'elle prévoyait de partir qu'il est passé à l'acte, selon moi. C'est vrai, Aloha. C'est exactement ça. Elle aurait dû, mais en fait, elle a essayé, en fait. C'est exactement ça. La France a un nid à pédos et les pélicos. Putain, n'importe quoi. Les politiques s'en foutent. Évidemment qu'ils sont dans la sauce. Bah oui, ils sont dans la même sauce que les pédos. Hein. Il y a rien, c'est fou. J'ai amené une amie déposer plainte et j'ai dû l'héberger chez moi, sinon elle est rentrée chez elle avec un gars qui t'évonçait sa... Mais... Voilà. Voilà. Voilà le quotidien des femmes. Ils se couvrent tous entre eux. Bah, nous, on devrait tous se couvrir entre nous, puisque eux,
Ils ont failli à nous protéger. On continue. Franchement, cette journée va être compliquée aussi, les amis, vraiment. Les témoignages de proches, moi, je vous le dis, ça me... Bref, on continue. Du coup, donc, insoutenable au quotidien le harcèlement qu'elle subit. La défense prend le relais. Alexandre Martin la questionne longuement sur les faits, sur le fait qu'elle n'a pas déclaré dans sa première audition que la dernière fois qu'elle a vu Delphine était lorsqu'elle est passée devant chez elle le 15 au soir et pas devant la grille de l'école. Ça paraît être un élément extrêmement important. On se saisit de toutes ses facultés mentales en audition face aux gendarmes, s'agace-t-il. L'audition a lieu le jour même de la disparition de l'infirmière. Je suis très troublée par cette disparition. C'est compliqué de se retrouver en permanence avec les gendarmes et j'ai attaché moins d'importance à l'avoir simplement croisée. Excusez-moi, répond Anne. Vous concevez qu'au bout de 5 semaines après la disparition de Delphine, vous puissiez avoir une reconstruction des choses ou une analyse différente, lui demande Emmanuel Franck, toujours côté défense. Si je sais quelque chose, je le dis. Si je ne sais pas, je ne le dis pas, affirme Anne. L'avocate l'interroge sur plusieurs propos sur lesquels elle estime qu'Anne a varié. À l'époque, quand Cédric Jubilard lui dit qu'il va la mettre à l'envers à son épouse, celle-ci a déclaré qu'il faisait référence à la maison et aux biens matériels. Ouais, mais c'est quand même exécrable, madame. Elle reconnaît que son ressenti a évolué aujourd'hui au regard des faits. L'avocate cite des propos de son client dans l'enregistrement audio diffusé hier à l'audience, on s'en souvient. Il déclarait à propos de sa femme, elle décidait des choses et moi je suivais. Elle lui demande ce qu'elle en pense. Anne dit ne pas être d'accord. Mais en fait, il peut dire ce qu'il veut. Il a dit ça dans l'audio avec ses cousins, là, les cousins de Delphine. Mais en fait, il peut dire ce qu'il veut, mais la réalité, c'est pas ça. Vous disiez globalement l'inverse, affirme Emmanuel Franck, citant face aux gendarmes. Il prenait pas de décision sans elle. C'est pour ça que j'entendais souvent « voix avec Delph ». Mais en fait, c'est pas parce qu'elle prenait des décisions dans le quotidien et qu'elle avait toute la charge mentale de la maison qu'il n'y avait pas d'emprise. C'est deux choses différentes. L'avocate, comme quand il dit « oui, mais elle pouvait pas être soumise, elle sortait dehors ». Ah, excuse-moi, je pensais que c'était que ça. L'avocate relève également qu'Anne n'a parlé de la manière dont la voiture de Delphine était garée qu'à la 5e audition et émet donc des doutes sur sa bonne foi. Mais en fait, attends, excuse-moi, 5e audition, ok, mais si on lui a pas posé la question avant, pourquoi penser... Et même peut-être qu'elle, elle n'était pas là le jour... Elle n'est pas partie chez les Jubilards le jour où elle a disparu pour voir que la voiture était retournée. Donc tant qu'on lui en parle pas, comment voulez-vous qu'elle en parle? Bref, l'audience est suspendue. Elle reprendra à 13h. Ok, donc c'est là que Juliette Compion suspend le live tweet et on va chercher un... Oh mince, attendez. On va chercher le live tweet du nouveau détective. Nous reprenons. Une infirmière, collègue de travail de Delphine, se présente devant la cour. J'étais collègue de Delphine, nous avons travaillé dans le même service pendant presque 3 ans. Les gendarmes m'avaient demandé ce qu'elle avait comme voiture. C'était une Peugeot, et si elle mettait ses lunettes. Oui, il lui arrivait de les mettre. On m'a demandé si elle avait changé. Elle les avait changées, j'avais dit qu'elle restait semblable... Ah non, si elle avait changé, elle, dans sa personnalité. J'avais dit qu'elle était restée semblable à elle-même. Delphine n'était pas la plus courageuse du service. Quand elle se déplaçait de nuit, elle laissait toujours une lumière allumée. Maître de Cosne, en partie civile, vous dites qu'elle est réservée et très joviale. Elle était la première avec qui plaisanter en salle de pause, à danser. Mais elle ne s'étendait pas trop sur sa vie personnelle. Maître Franck le tacle... Maître Batik qui vient de poser des questions sur la religion. C'était mieux quand il n'était pas là la semaine dernière. Mourad Batik, il va jamais lâcher l'affaire sur le djihad. Pour rappel, Cédric Jubilard a pu dire avoir vu Delphine Jubilard prier sur son canapé. Il a pu évoquer la possibilité qu'elle soit partie dans une secte ou partie faire le djihad. Maître Batik ne cesse de poser des questions à ce sujet, mais qu'il ne lâche pas l'affaire. Le mec est ridicule. Ça le tourne bien en ridicule, je trouve. C'est très bien. Maître Franck demande « Vous n'avez jamais senti de gêne de la part de Delphine en se changeant, comme si elle voulait cacher des traces de coups ?» Non, il n'y avait rien de flagrant. La DRH de la clinique Claude Bernard, où travaille Delphine, est entendue. Je ne connais pas tous les salariés individuellement. Je peux seulement vous parler de son dossier administratif. Elle est rentrée à la clinique en 2009. Elle a commencé comme remplaçante, puis elle a intégré le service médecine polyvalente. Elle était très satisfaite de travailler dans ce service. Elle collaborait avec son équipe. Quel était son rythme de travail? Elle travaillait de nuit de 19h à 7h15. Putain, wow, les horaires. Elle travaillait en cycle de 3 jours pour 2 jours de repos. Elle a fait un petit mois à temps
partiel, pardon, mais un mois avant sa disparition, elle était passée à temps complet. Elle avait eu une augmentation, oui, suite à un entretien annuel, elle avait été valorisée. Elle était passée de technicienne, technicienne niveau B. Elle gagnait 8 € brut par mois de plus. Quoi? Elle gagnait 8 € brut par mois de plus. C'est ça que t'appelles une valorisation. De gagner 8 € brut en plus. Même pas net d'impôt. Hein. Brut par mois. Putain, la France de Macron, c'est pas facile. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout cet oseille? Ma question préférée. Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Non, mettez un maximum de pipa choc bar, parce que là, je suis choc bar. Ne me dis pas que c'est une valorisation. Ça ne vaut 8 € brut. En fait, le brut, je sais pas ce qui me choque le plus dans brut ou par mois. De plus. Enlève les mois. C'est mieux. Peut-être je vais payer moins d'impôts. Pas par jour. Il y a écrit par mois. Mais en plus, moi, même par jour, je trouve ça pas beaucoup. Par heure, ça serait une valorisation. Bon, par jour, c'est vrai que 8 € en plus, ça peut faire plaisir. Pitié, 8 € la France de Macron. Franchement, venez, on va manifester. 8 €, c'est même pas assez pour un grec. Je te jure, tu prends les frites et le coca, t'es fini en fait. Bienvenue dans la fonction publique. C'est une honte absolue, s'il vous plaît. Si je le souligne, c'est que c'est une honte. Absolue. Il parle de taux horaire, non? Il y a écrit gagner 8 € brut par mois de plus. Pas de gêne à le dire. C'est l'indice du point? Je sais pas. Ben, on parle d'infirmière, c'est au lance-pierre. Une fonction, enfin, même en plus, en début de live, il y avait quelqu'un qui disait je viens de finir mon shift à l'iPad, mais enfin, c'est grâce à ces personnes que la société, elle peut fonctionner, quoi. Je suis désolée, ça marche pas comme ça. C'est honteux, je vous jure, c'est honteux. Mais faites la grève, merde! Non, mais l'augmentation des fonctionnaires, mais surtout pour quelque chose qui a une utilité publique, quoi. On n'était pas en train de parler d'un bullshit job, hein. Oui, c'est bien 8 € par mois. Brut! Ça fait combien net, alors, dites-moi? Je suis infirmière. Oh là, on n'est pas payé cher. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est honteux, comme dirait René. Non, mais c'est honteux, mais venez, on le souligne, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. En plus, c'était durant le Covid. Non, mais merci, mais chiez-nous dessus, non? C'est exact. En plus, c'est vrai, c'était en 2020, donc c'était pendant le Covid. Donc elle allait travailler en plus de nuit. Ses horaires, c'était 19h, 7h du matin. Donc ça devait niquer son cycle circadien. Environ 6 € net. Bah, tu payes pas de kebab avec 6 € du coup. Hein. Même un menu à la Micaline, je crois, t'as pas. Hein. Tu peux avoir la formule petit-déj, je pense. Tu sais, avec un café, un jus d'orange et un croissant. Je fais la grève et toutes les manifs, mais bon, c'est honteux. Mais venez, on crie, je sais pas. Venez tous ensemble, là, on est combien en tout? On est plus de 500. Venez, on crie tous. D'un coup, peut-être Macron, il va nous entendre. Chacun crie chez soi, tu vois. Non, c'est honteux. C'est honteux. Surtout les responsabilités. Mais moi, je vous l'ai déjà dit. Je serais dans le milieu hospitalier, les gens, ils mourraient pendant que je serais en service. Et j'ai pas honte de le dire. Parce que je serais morte et fatiguée. Les hôpitaux sont devenus une catastrophe très peu soutenue. C'est ce que j'allais dire avec le Covid, si tu le vis mal, quand tu vois ça, tu prends comme une insulte. Ben, franchement, là, tu craches à la gueule des personnes qui sauvent littéralement des vies, quoi. Ou ne serait-ce que s'occupent de vie humaine, quoi. Par mois, il y a un truc qui cloche dans le récit. Ben, y a des infirmières qui ont approuvé, donc oui. 6 € un kebab sans viande. Cette phrase n'a aucun sens. Le kebab, c'est la viande. Donc si t'enlèves la viande, c'est un wrap. Alors oui, un wrap, 6 €, il y a un monde où tu l'as. Il y a un monde où tu l'as. Et encore, pas sûr qu'il y ait les frites et la boisson. À 6 €, t'as même pas un Too Good To Go avec leur prix dynamique de con, là. Moi, j'ai arrêté Too Good To Go. De toute façon, c'est bien dans les grandes villes, je pense. Moi, je suis dans une petite ville, ça vaut pas le coup. Enfin, ça vaut pas le coup. Voilà, quoi. Mais par contre, l'initiative Too Good To Go, je la trouve exceptionnelle. Vraiment. D'ailleurs, s'il y a un truc qui m'exaspère au plus haut point... Pardon, on fait une petite pause gaspillage, mais c'est le gaspillage alimentaire. De la part des magasins, des enseignes, Je peux pas. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à concevoir qu'on puisse jeter de la nourriture. Et même si on était tous repus, même si personne n'avait faim, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse jeter de la nourriture. Ça rentre pas dans ma tête.
Produisez moins. Je sais pas, moi. J'adore cette application. Ouais, franchement, le concept est génial. Hein. Moi aussi, j'ai arrêté Too Good To Go. Mais ouais, apparemment, bon, il y a des prix dynamiques, tout ça. Bon, voilà, quoi. C'est tout le capitalisme qui a gerbé, bien sûr. Ça fait totalement partie. 6 000 € le salaire d'infirmière en Suisse. Bah, let's go. Partons tous en Suisse. Putain, n'empêche, la différence, elle est dingue. Hein. Et au Luxembourg, encore plus. Mais putain, mais on est dans la France de Macron. On souffre, je vous jure. On continue. Donc, gagner 8 € brut de plus par mois. C'est au tour de l'institutrice de Louis en 2020 de témoigner. C'était l'année du confinement, donc j'ai vu cette famille jusqu'au mois de mars et au mois de juin. Je voyais surtout Madame Jubilard, c'est elle qui s'occupait de la scolarité des enfants. Imaginez, elle travaillait de nuit, elle s'occupait de la scolarité des enfants, c'est trop. Les seuls échanges que j'ai eus avec Cédric, c'était au sujet d'un livre de la bibliothèque à rendre. Il m'a dit de voir ça avec sa femme, que lui s'occupait pas de ça. Écoutez-moi bien. Si demain j'ai des enfants, regardez-moi bien dans les yeux quand je vous parle. Si demain j'ai des enfants et que, bon, je sais pas, je suis femme au foyer, c'est moi qui m'occupe des enfants, passons. Bon là en plus c'était même pas son cas, mais bref. C'est moi qui m'occupe de l'éducation des enfants. Même dans ce cas précis, si jamais quelqu'un de l'équipe scolaire appelle mon mari pour dire il faut ça, il y a ça, et qu'il répond c'est elle qui s'occupe de ça, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Voyez ça avec ma femme. Ça veut dire même, en fait, il est même pas capable de faire passer le mot. C'est-à-dire qu'il peut même pas dire « Ah, c'est quel livre ? Très bien, je vois ça ou je transmets » et il le fait. C'est-à-dire que même ça, c'est même pas lui qui va s'en occuper. Il s'en occupe pas. Tu me le dis. Même ça, t'es pas capable. La honte, tu me mets comme ça, la honte. La honte, tu me mets comme ça. Je sais pas ce que je fais. Je jure que je sais pas ce que je fais. Je crois que je m'occupe plus de rien. Voilà. Je fais les enfants, tout ça, les livres, tout ça. Ah, pas de problème. Y a pas de souci. On va voir qui est qui. On va voir qui est qui, putain. Non, franchement, je trouve ça honteux. T'es le papa, allô. Même si c'est pas toi qui t'en occupe, tu ne dis pas ça. Prends l'info, fais-la passer à la personne qui s'en occupe à la limite. Mais ça veut dire que la personne... C'est pour ça, moi, je pense à la personne aussi qui appelle. Elle doit raccrocher avec l'incapable et l'idiot du village de service, à rappeler la femme pour dire « J'ai monsieur au téléphone, il m'a dit de voir ça avec vous. Oui, madame Jubilard, alors oui, il manque un livre. » Non, mais frérot! Ah non, je peux pas. Je vous jure, ça, c'est des trucs qui me donnent rien. Je me gratte, là, je me gratte. Fallait pas critiquer Amazon. Pourquoi? Le rapport. Ah, parce que j'ai bugué tout à l'heure, tu parles? Ah, t'es en retard, putain, ça fait 1 heure que j'ai bugué. Bon, allez, on continue. Du coup, une fois en juin, Louis m'a dit qu'il avait peur de son papa quand il se mettait en colère contre sa sœur. Sa sœur qui n'avait même pas 1 an. Ah, si, elle avait 1 an, elle avait 18 mois. En fait, peut-être qu'il l'a pas frappé, parce qu'on n'a pas encore eu de récit où il frappe sa fille. Donc je sais pas. Mais comme il le frappait lui, il le violentait lui et le maltraitait lui, le simple fait d'entendre son père élever la voix ou se mettre en colère contre sa sœur, il disait c'est elle la prochaine. Et il en a parlé avec sa maîtresse. C'est d'une tristesse. Voilà dans quel environnement tu fais grandir tes enfants, vraiment. C'est... Petit chat, je vous jure, ça me fait trop de la peine. La présidente demande « Aviez-vous soupçonné qu'il ait pu subir des violences ?» Non, je n'ai jamais vu la moindre trace de coup et Louis ne m'en a jamais parlé. Il n'avait pas non plus de comportement inadapté. Une autre enseignante est à la barre. Elle avait Louis en classe sur l'année 2020-2021, donc au moment de la disparition. À cette époque-là, Louis était au CP. Sa mère venait de le chercher à l'école. Je l'ai eu au téléphone début décembre 2020, comme je faisais avec
tous les parents. Lors de cet échange, elle m'a dit qu'elle allait se séparer de son mari. Putain, elle en avait parlé à sa maîtresse, la maîtresse de Louis. Avant la disparition, sa mère venait le chercher. Après, c'était son père et sa grand-mère. Il venait parfois à la garderie aussi le soir. Il mangeait à la cantine, il était curieux, vif et attachant. A-t-il pu parler de violence de son père? Non, mais une fois, à 16h30, il a dit à une collègue qu'il espérait que son papa ne vienne pas le récupérer, car il n'était pas gentil. Et il disait « Papa ne finit jamais les travaux. » Bichon. Comment était-il après la disparition de sa maman? Il ne pleurait pas, mais il arrivait à dire qu'il était triste que sa maman n'avait pas eu une bonne idée en partant se promener dans la forêt. Ça me rend triste, je vous jure. Ben, je pense que si j'avais un enfant et que je disparaissais dans d'atroces souffrances et dans des causes peut-être mystérieuses, ben, je voudrais qu'il pense aussi que maman, elle est juste allée se promener dans la forêt et qu'elle a eu la mauvaise idée de croiser un ours. Ou je sais pas. Mais ça, c'est Cédric qui lui a dit non. Ouais, probablement. Il a dû lui dire maman, elle est partie se promener, elle est jamais revenue. Ça me brise totalement le cœur, c'est triste, je vous jure, c'est triste. Mais en fait, ça, c'était son discours en 2020. Là, 5 ans plus tard, il a conscience que son père est peut-être impliqué. Et il aimerait des réponses, quoi. Comment il s'est dit qu'elle est partie dans la forêt? Bah, c'est son père qui a dû lui dire, 100%. C'est dramatique. Franchement, c'est le drame d'une vie, hein, vraiment. Ils ont tous souffert et le plus dur, c'est pour ceux qui restent, exactement. Qui lui a dit que sa maman était partie se promener? Non, mais ça doit être Cédric. Comment elle devait être malheureuse, la Delphine. Ouais, par contre, elle avait vraiment pas une vie facile. Hein. Vraiment, sa vie était horrible. Elle était horrible, pas à cause de ses proches, pas à cause de ses amis, pas à cause de sa famille, pas à cause de son travail, pas à cause de sa situation financière et administrative, mais à cause de sa situation conjugale. Voilà, à cause d'un men. Mais tu t'en débarrasses, ma sœur, s'il te plaît. Sinon, tout dans sa vie allait bien. C'est le seul point noir, il faut partir. Le mot forêt n'est pas anodin si c'est Cédric qui lui a raconté. Vous pensez que genre c'est un aveu... Mais de toute façon, à part dans la forêt ou dans un champ, ou dans une mine, oui, après, oui, il y a plusieurs possibilités. Elle décide de partir et puis voilà, elle disparaît. Après, on dit pourquoi elle n'est pas partie. C'est ça. J'espère qu'il va recevoir plein de bonnes vibes, de compassion, petit Louis. J'espère aussi. Pourtant, le métier d'infirmière est difficile et c'est son mari qui lui rendait la vie difficile. T'imagines même un des métiers les plus... un métier physique, un métier dur, un métier mentalement compliqué, parce que tu vois des gens malades. Ça va l'aubergine, Pipa, bloque-le. Ah oui, quelqu'un qui met des aubergines. Est-ce que c'est le moment? Sans déconner, franchement. C'est bon, il est bloqué. Putain, c'est fou, hein. C'est dingue, mais Attendez, il faut que je le banne. Voilà. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte de quoi on parle, bordel de merde? Et il y a quand même des men pour venir mettre des aubergines, bordel de cul. Oh là là. Il préparait un gratin. Gratin d'aubergine. Ah là 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 là. Bon, on continue. Franchement, ça me désole. Pourquoi ces emojis? What the fuck? Ben, aubergine égale tub, pour ceux qui l'ont pas. Voilà. En gros, ça veut dire... Je sais pas. Qu'est-ce que ça... Je sais même pas. Franchement, même moi, je sais pas. Je vous jure, là, mon cerveau, il est connecté avec ça, là. Venez, on continue. Donc là, c'est la belle-sœur de la sœur de Delphine, qui est devant les jurés. C'est une ancienne militaire. Je connaissais Delphine dans un cadre familial. J'ai côtoyé Delphine et Cédric dans ce cadre. Dans les premières années de leur couple, il y avait de la complicité. Dans les dernières années, Cédric Jubilard était très nerveux. Delphine était quant à elle très rayonnante. Quand j'entends qu'elle aurait pu partir, c'est impossible. Je suis convaincue
que Cédric Jubilard, que c'est Cédric Jubilard qui a fait disparaître Delphine, tranche le témoin. Maître Martin interroge. Vous avez dit que c'est sûr que c'est lui qui a tué Delphine? C'est une conviction que vous avez? Oui. C'est une construction intellectuelle? Non, je suis convaincue que c'est lui, il n'y a pas d'autre piste. Son mari était agressif, elle payait tout à la maison, vous croyez qu'elle n'avait que ça à faire de disparaître? Sérieusement? Ça reste votre conviction. Une autre femme se présente à la barre. Putain, GG la sœur de la belle-sœur. Une autre femme se présente à la barre. Elle a 35 ans. Elle est très stressée. La présidente la rassure en lui disant ça va bien se passer. J'ai connu Delphine et Cédric à l'école car nos enfants étaient ensemble à Cagnac-les-Mines. Une amitié s'est créée. Vous partagez quoi avec eux? L'association des parents d'élèves nous a beaucoup rassemblés. Cédric en faisait partie et moi aussi. On allait mettre de la publicité pour les vides-greniers. Delphine, je la voyais le matin à l'école. Nos enfants ont fait du judo ensemble. Avez-vous trouvé que Delphine apparaissait changée? Oui, elle m'avait annoncé sa séparation. Elle disait qu'elle cherchait un logement, qu'elle devait rencontrer un avocat pour leur maison et le divorce. Elle me parlait d'une possible garde alternée. Vous a-t-elle dit pourquoi elle se séparait? Elle disait qu'elle avait une boule au ventre en rentrant à la maison et qu'elle ne voulait pas donner la même éducation que Cédric a reçue aux enfants. Vous avez dit qu'elle vivait l'enfer à la maison? Oui. Vous l'aviez emmenée, Delphine, à Albi, le 3 décembre? Oui, je l'avais vue dans ma rue. Elle m'a dit qu'il fallait qu'elle aille à Albi, mais qu'elle n'avait pas les clés de la voiture que Cédric avait dû... Attendez, pardon. Merde, je suis perdue. Ok. Que Cédric avait dû les prendre pour ne pas qu'elle puisse y aller. Donc, Delphine devait aller voir une voiture. Elle la croise dans la rue. Elle lui dit je dois aller à Albi, mais les clés de ma voiture, de sa voiture, de la voiture qu'elle possède, dont elle a la carte grise, à son nom, qu'elle a payé de ses sous, Cédric lui a pris les clés pour pas qu'elle y aille. Il avait plus le permis en plus. Bah putain, mais quel culot. Il m'aurait fait ça, j'aurais pas donné cher de sa peau, moi je vous le dis. Hein. J'aurais récupéré les clés et j'aurais foncé dessus. C'est pas la solution, mais je vous jure qu'elle est très gentille. Elle est très très gentille. Sinon, il y a un point positif le concernant. Non. C'est un gros tocard. Il lui a confisqué, exactement. Elle a posé ses coronesses, la sœur de la belle-sœur. Mais grave, il a piqué les clés. Ouais, elle n'a pas pu acheter sa nouvelle voiture car il n'avait pas de CDI. Mais quel sac à merde, ce mec, décidément, ça ne s'arrête jamais. Franchement, c'est plus ça passe, de pire en pire, exactement. Plus ça passe et plus on se dit, mais franchement, Delphine, elle a été patiente. Hein. Peut-être qu'il y avait de l'emprise, etc. Mais je vous jure qu'elle a de la patience. Moi, j'ai pas la patience pour ce genre de conneries. Tu sais, des trucs vicieux comme ça, je peux pas. J'arrive pas. Je vous jure, j'y arrive pas. Ça ne passe pas. Tu me fais ça, en fait, le problème, c'est que moi, le problème, c'est que tu me fais ça, je fais pire. Enfin, c'est pas que je fais pire. Je deviens ton pire cauchemar. Parce que d'où tu me testes, là, en fait? D'où tu me testes? Reste à ta place. Le pouvoir du PN, oui, c'est ça, c'est clairement ça. Mais de toute façon, ils savent très bien avec qui exercer leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut être en alerte, les filles. Je vous jure, soyez en alerte, putain. Du coup, c'est sa copine qui l'a emmenée, qui l'a croisée dans la rue. C'est maintenant au tour de Chloé, une amie de Delphine. J'ai rencontré Delphine à l'aube de ses 12 ans. Nous étions même en 6e, même classe. C'était une élève discrète, bien éduquée. Elle prenait la vie comme elle vient. Elle était très positive, plutôt rêveuse. J'étais plus rêveuse, pardon. Elle ne parlait pas de son père, le sujet était sensible. Mais Delphine était une battante. On s'écrivait beaucoup de mots. Un jour, elle m'a écrit en capital « Emma, éternelle, t'es ma meilleure amie ». Distance. Sa famille vivait dans un bâtiment HLM. Il n'avait pour seul extérieur un balcon. Elle partageait sa chambre avec sa sœur. Ils avaient réellement des difficultés financières. Putain, en plus, la pauvre, elle a vécu une enfance où elle a... dans la misère, on va pas se le cacher, dans un HLM avec des parents qui avaient des difficultés financières.
Elle grandit, elle arrive à peu près à s'en sortir, à avoir des valorisations de salaire bien que minimes, mais bref, elle arrive à faire vivre toute sa famille, 4 personnes. Et enfin, elle a ça, quoi. Elle méritait tellement pas ça. Je vous jure. Un jour, je suis allée manger chez elle. Elle m'a dit, tu vas voir, ma mère a cuisiné. Sur la table se trouvait un plat à gratin rempli de raviolis. Son frère les ça me fait... Oh là là, ça me fait trop de la peine. Son frère les comptait en les mettant dans son assiette. Voilà l'environnement dans lequel a grandi Delphine. Ça comptait les raviolis dans un plat de gratin, quoi. Même moi, vous savez, j'ai vécu la Hesse, moi aussi. Hein. Mais ça, j'ai jamais compté des raviolis. Hein. Donc c'est que vraiment, c'était la merde. Hein. Ça me fait trop de la peine, je vous jure. C'est dire la misère des enfants maltraités dans de nombreux foyers, quelle société par la suite. Voilà aussi pourquoi elle était si battante, elle voulait s'en sortir. Franchement, je vous jure que c'était une battante, vraiment. Elle voulait être infirmière puéricultrice, elle voulait un travail, un CDI, un appartement, un mariage et 3 enfants. Peu de temps après, nous nous amourachons de mauvais garçons. Elle, Cédric, il avait des addictions à la marijuana. Elle est restée avec Cédric malgré les remarques de son entourage. Il ment, il te parle mal, il ne te mérite pas. Delphine s'est accrochée. Elle tentait de l'aider dans tout. Ils ont fini par prendre un appartement. Un jour, je suis allée dans cet appartement. Elle avait tout nettoyé. Il avait ramené tous ses copains de fumette. Elle aimait faire la fête, mais pas cette débauche. Elle a dû arrêter ses études et ne pas devenir puéricultrice car Cédric était bancal et le couple n'avait pas d'argent pour garder l'appartement. Elle avait pris un travail de nuit. Il se moquait d'elle en lui disant qu'elle n'avait rien à faire. Ah putain, mais... Distance. On était enceintes en même temps. Elle était très heureuse. Plus tard, je suis allée dans sa maison en travaux. Elle espérait qu'il termine avant la naissance. Lui n'avait pas changé. Il était vantard, avec des regards appuyés, des blagues douteuses. Delphine méritait mieux. À la naissance de Louis, Delphine était si heureuse. Le temps aurait pu s'arrêter là. On se voyait régulièrement. Pour les 2 ans du petit, on a fait un barbecue. Louis était agité. Cédric l'a attrapé. Et il lui a mis une sacrée torgnole. Il l'a mis au coin et il l'a laissé 45 minutes. C'est une femme, elle a vécu la misère, elle a vécu la Hesse, elle s'est battue. Elle a réussi quand même à avoir un travail, un appartement, mais putain de bordel de merde. Pourquoi elle s'est amourachée, comme a dit sa copine, d'un tel énergumène? Vous voyez là, tout dans sa vie, tout qui capote, c'est lui. C'est que lui. 2 ans, oui, Louis 2 ans, quoi. Ils témoignent tous, mais ils ont fait quoi pour Louis maltraité? Rien, apparemment. Delphine méritait mieux, mais tellement. Je suis allée voir Delphine pour lui dire de le sortir du coin. Même si elle n'était pas d'accord, elle se rangeait derrière lui. Louis était très speed, mais c'est le reflet d'un enfant qui a subi de la violence. On s'est vu plein de fois, mais à chaque fois, Cédric avait un comportement ignoble. J'ai dit à Delphine que je préférais qu'on se voie sans lui. Un jour, elle est venue chez moi et m'a dit « Désolée, il y a Cédric ». Elle était consciente de la gêne qu'il occasionnait. Elle est tombée enceinte d'Elia, elle était heureuse, mais à 8 mois de grossesse, elle était désespérée car rien n'était prêt pour la naissance. Je suis allée chez elle pour l'aider. Heureusement qu'elle avait de l'entourage, je vous jure. Franchement, elle avait un bon entourage, Delphine. La pauvre, je vous jure. Toute sa famille l'avait mis en garde contre lui. C'est elle qui voulait rien entendre. On ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté. Je suis d'accord, on ne peut pas aider quelqu'un contre sa volonté. Bien sûr, je sais. Mais il faut rester là quand même. Et je trouve que ses proches quand même sont restés là. Mais tu peux toujours faire plus, tu peux toujours essayer. Mais évidemment, je vous l'ai déjà dit, la porte du changement est une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Donc nous, on n'a pas la poignée pour ouvrir la porte pour qu'elle change, mais bon. Avant d'entendre l'affaire, je pensais Cédric innocent. Sur ce 7e épisode, je le déteste. Franchement, je pense qu'on est beaucoup à le détester. Putain, sur YouTube, vous y allez pas de main morte. Un vrai pervers, un sociopathe. Non, franchement, c'est horrible.
Son amie est partie chez elle pour l'aider. Quand je suis arrivée, il y avait un talus à monter. Ce n'était pas possible. J'étais en colère que Cédric laisse Delphine dans cette situation. Elle me demande de ne pas intervenir. Nous avons passé l'après-midi entre rire, espoir et préparation de bébé. Nous sommes partis en week-end avec Delphine et les enfants. On a beaucoup parlé ce week-end. Putain, heureusement qu'elle avait ses copines, je vous jure. Elle m'a dit que si Cédric ne gardait pas son emploi, c'était fini. Elle avait maigri, repris sa vie en main, elle était confiante, plus forte. J'ai pris le temps de parler avec elle. Je lui ai demandé si au moins il avait eu des propos corrects. Elle m'a dit que non, qu'il ne l'attirait plus. Je lui disais qu'elle méritait de rencontrer quelqu'un de bien. Pendant une nuit, je suis sortie avec ma poussette pour endormir ma fille et Delphine m'a dit « Tu n'es pas folle de partir la nuit toute seule. On s'était promis de se refaire un week-end. » Donc ça veut dire que pour Delphine, sortir seule le soir, c'est pas possible. Donc elle n'est pas partie d'elle-même. On s'est promis de se refaire un week-end. Plus tard, elle me disait par message que ça n'allait plus du tout avec Cédric. Ensuite, il y a eu le confinement. Et nous n'avons pas pu nous revoir. Le 17 décembre au matin, mon conjoint était parti. J'ai entendu mon vieux téléphone sonner. Cédric m'appelait. Quand j'ai décroché, il m'a hurlé dessus. « Delphine est chez toi. Dis-moi que Delphine est chez toi. » Il me hurlait dessus. Et quand je lui ai dit non, il s'est calmé. J'étais sonnée, effondrée. Je ne comprends pas ce qu'il se passait. J'étais inquiète. J'ai appelé un ami de mon frère qui était gendarme. Il m'a dit surtout ne faites rien. Je me disais que c'était impossible. Il y avait un déni collectif. Tout le monde refusait de se dire que Cédric avait dit quelque chose. Nous n'imaginions pas l'ampleur médiatique que tout cela allait prendre. Alors nous sommes allés sur une radio faire un appel à témoignage. Aujourd'hui, Delphine est devenue le symbole des féminicides. Mon avis personnel, elle avait un cœur aimant. Elle avait le syndrome de la sauveuse et elle était folle amoureuse de son amant. Elle n'imaginait pas la dangerosité de son mari qui la surveillait chaque jour. Et lui, qui risquait de perdre la maison, le symbole de son équilibre, lui qui avait eu une enfance ballottée, il a voulu accaparer sa vie jusqu'à la mort. Il avait compris que tout était fini quelque temps plus tôt. C'est là que son plan macabre a commencé à prendre forme. C'est tellement cohérent ce qu'elle dit, je vous jure. La disparition de Delphine, l'affaire me paraît inaudible. Nous sommes présents car il est accusé de meurtre sur conjoint. Et j'ai la certitude que Delphine a été tuée par Cédric de ses propres mains. Je voudrais remercier tous les professionnels qui ont mené à bien cette instruction. Je sais à quel point cela a été difficile. On doit la justice à Delphine, pour ses enfants, ses frères et sœurs et tous ceux qui souffrent de son absence. Maître Rongier demande « Vous dites que pour vous, cette affaire est inaudible. Que voulez-vous dire par là ? Delphine n'a pas disparu. Elle a été assassinée. Elle n'a pas disparu. Ce n'est pas un tour de magie. Elle n'a pas disparu. Elle est décédée. » Cette audition pourrait être un tournant dans le procès pour la première fois. Un témoin attaque frontalement Cédric Jubilard. À suivre. Un nouveau témoin se présente. C'est un infirmier. C'est une infirmière, pardon. J'ai rencontré Delphine au lycée en classe de première. C'est incroyable le témoignage de son amie. Vraiment. Ce sont les propos de qui ? D'une de ses amies. Vas-y, girl. Grave, franchement, incroyable. Incroyable. Et puis même, ce qu'elle dit est totalement cohérent, quoi. C'est triste d'entendre à quel point elle s'est battue dans l'espoir de créer une vie de famille, qu'elle espérait à quel point elle a accepté encore et encore des comportements déviants pour rien. Pour rien, et même au final, c'est ce qui a causé sa mort, quoi. J'ai toujours dit qu'une femme n'appartient jamais à son chéri. La femme doit être libre de comment vivre, choisir, s'émerveiller, être aimée comme il se doit, être heureuse pour pouvoir faire la fête, même en étant maman, boire, chanter, danser, sauter. Avoir une vraie vie, quoi. La femme doit être égale à l'homme. Car après tout, nous sommes tous des êtres humains. C'est très beau ce que tu dis, Lolo. C'est très très beau. Et c'est très vrai. Du coup, le nouveau témoin, l'infirmière. Elle a rencontré Delphine au lycée en classe de première. J'ai rencontré Cédric l'année suivante quand ils se sont mis ensemble. Mon conjoint s'entendait très bien avec Cédric Jubilard et j'ai aussi travaillé avec Delphine. Au début, je ne pensais pas que Delphine appréciait les personnes comme Cédric. Il aime être vu, alors qu'elle est discrète, posée. Elle était épanouie avec lui, mais le couple s'était détérioré. Cédric avait la parole vulgaire, facile. Il disait beaucoup de gros mots. Il aimait beaucoup se faire voir, mais pas du bon côté des choses. Delphine était-elle très à l'écoute ? Elle s'exprimait très peu sur sa vie personnelle et de famille. Delphine était une très bonne amie à moi. J'ai été témoin de leur mariage en 2013. Leur couple semble stable, malgré le comportement de Cédric. J'ai d'ailleurs demandé à Delphine plusieurs fois « Mais qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un comme lui ?» Elle me répond qu'elle l'aimait. J'avais fait une réunion pour vendre de la lingerie. Delphine m'avait acheté de la lingerie fine. Je lui avais dit « Dis donc, avec Cédric, ça va bien ?» Elle ne m'avait pas répondu. Je ne savais pas que son couple était dans la difficulté. Maître Batik interroge. Il y avait un phénomène d'isolement qu'il effectuait sur Delphine. Il était nonchalant avec tout le monde.
vulgaire. Il n'était pas apprécié pendant les soirées. À moi, il me faisait des critiques en me disant que j'étais grosse et grande gueule. Putain, mais monsieur! Allô? Maître Franck note. Quand vous êtes entendu, vous dites « J'avais l'impression qu'elle était heureuse, épanouie. » Même si Cédric avait des mots pas attendrissants. Il faisait aussi des démonstrations d'amour. Elle relate. Pour sa demande en mariage, ils étaient au restaurant et au dessert. Quand elle a soulevé la cloche, il y avait un mot avec inscrit « Veux-tu m'épouser ?» Le témoin reprend. Oui, mais c'était leurs premières années de relation. Ce n'était plus du tout le même homme. Moi, quand j'ai appris qu'elle avait disparu, tout de suite, je me suis dit « Ça peut être que lui. » Il aimait aussi regarder les affaires criminelles à la télé. Quand vous êtes entendu, vous dites qu'elle n'avait pas peur de sortir la nuit pour sortir les chiens. Elle n'avait pas peur du noir. Non, elle n'avait pas peur. Une voisine de Delphine et Cédric du temps où ils vivaient à Arthès se présente. Je vais relater un fait dont je me souviens particulièrement. C'était un matin. J'avais ouvert la fenêtre et j'ai entendu des gros éclats de voix. Je me suis approchée. Cédric Jubilard disait à sa femme « Mets-toi à genoux, baisse les yeux quand je te parle. » Ça s'est arrêté d'un coup. J'ai surveillé qu'elle sorte bien ensuite. J'ai vu le couple sortir. Le lendemain, j'ai pu parler à Delphine. Je lui ai dit, il serait temps de vous mettre du plomb dans la tête, car je vois que vous attendez un joyeux événement. La présidente dit, vous n'avez pas appelé la police? Comme je l'ai vu sortir dans la journée, non. Horrible. Oui, quoi? Vous pouvez dire quoi? Oui. Il a dit à Delphine, mets-toi à genoux, baisse les yeux quand je te parle. En fait, personne n'a voulu se mouiller. En fait, j'ai l'impression qu'il y a de ça quand même. C'est que personne n'a voulu se mouiller, peu importe que ce soit des violences commises sur Delphine ou sur les enfants. Vraiment, en fait, je suis effarée que personne ne réagisse encore une fois. En fait, c'est ça, il y a vraiment un mutisme, je sais pas, un coma collectif. C'est rouge incandescent là, mais tellement. C'est un bâtard. Oui. Non-insistance à personne en danger. Aussi. On continue. Avez-vous essayé de parler à Delphine? Je lui ai juste dit de faire attention à elle, et elle a baissé la tête. C'est d'une tristesse, putain. Maître Martin. Vous étiez satisfait quand ce voisin a déménagé? Ce n'était pas le voisin dont on rêve. La scène que vous avez entendue est unique? Oui. Et elle, on ne l'entendait pas du tout? Non. Delphine n'a jamais parlé de cette scène à qui que ce soit. Je peux vous certifier que cette scène a eu lieu. Cédric Jubilard est interrogé. Me confirmez-vous que vous étiez au domicilié à Arthès? Oui, tout à fait. De 2010 à 2014, j'ai emménagé à Cagnac, seulement en 2014. Vous avez entendu votre ancienne voisine nous faire part de cette scène. Je n'aurais jamais parlé à ma femme comme ça. Ça devait être au chien, mais pas à elle. Je disais au chien de baisser les yeux quand je la grondais. Quand je le grondais. Ah ben, on va te croire. En plus, le chien se met à genoux. Ouais, déjà, pas de sens. Et même après, la voisine est partie parler à Delphine, et Delphine, elle n'a pas dit, non mais attendez, enfin moi tu me dis ça, moi tu viens me parler, tu me dis ça, et effectivement, il parlait avec le chien, je dis, mais madame, jamais de la vie, il me parle comme ça, il parlait au chien. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a rien dit, elle a baissé la tête. Oui, le chien se met à genoux, il va même prier sur le canapé. Ah, putain de merde. Comment il est pas crédible, c'est horrible. Ah, je suis fatiguée. Je me disais depuis quand le chien se met à genoux. Non, mais c'est trop, c'est trop. Oh. Il me fatigue. Il est fatigant. Il est fatigué. Dès qu'il parle, il me fatigue, ce mec. C'est trop. Du coup, la présidente demande. Et le fait de demander à quelqu'un de se mettre à genoux, j'aurais plutôt dit coucher. Ah putain, il fait froid, c'est l'hiver, mais j'ai chaud. Ah là 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 là. C'est un bolos, c'est tellement un bolos. Oscar du plus grand mytho, mais c'est trop. C'est le chien qui l'a enrôlé pour le djihad. C'est trop. Alors pourquoi votre voisine dirait ça?
Elle a aussi dit que je jouais au ballon dans la rue et avoir appelé les gendarmes, mais il n'y a jamais eu de gendarmes. Elle se fait des idées. Vous dites que c'est une menteuse? Donc Mourad Batik demande à Cédric. Et vous n'aimez pas vous faire remarquer? Là, c'est Maître Rongier qui parle. Avant de dire que l'avoisinement, vous dites que c'était sur le chien. Oui. Et ensuite, vous avez réorienté votre réponse en disant que cette scène n'a pas eu lieu. Tout à fait. Mais frérot, votre voisine a aussi entendu. Tu relèveras les yeux quand je te le dirai, conclut l'avocate. Mais jamais tu dis ça à un chien, il comprend même pas quand tu... Turbo-gauchiste, quel pseudo incroyable. Grave. Maître Boguet, le témoin nous parle des chiens qui divaguent avec ce motard qui manque d'aller au tas. J'ai appris à mon chien à ne pas traverser le trottoir, donc ça m'étonne. Elle nous parle aussi que vous avez mis du cambouis sur la façade de sa mère. Ce n'est pas vrai. Toute sa déclaration est donc mensongère. Oui, oui. Alors on ne voit pas son intérêt de venir mentir ici. Je sais pas, mais je n'ai jamais fait ça. La témoin revient. Comment imaginer qu'il parle à son chien comme ça? Je suis certaine qu'il ne parlait pas à son chien. Maître Franck, comment vous retrouvez dans ce dossier? C'est ma fille qui est venue me dire... Comment vous retrouvez-vous dans ce dossier? Ok, il demande à la témoin. C'est ma fille qui est venue me dire que Delphine avait disparu sur son lieu de travail et m'a dit, il faut que tu racontes la scène qui s'est passée. Le lendemain, la police était là. Vous avez dit, vous avez déjà appelé la police pour tapage nocturne et pas là. Comment l'expliquer? L'avez-vous vraiment entendu? Oui, c'était le matin. Non, vous aviez parlé du soir. Ben, je me suis trompée. L'audience est suspendue jusqu'à demain. Les amis, nous avons réussi à finir. Nous avons réussi à finir, les amis. Putain, mais c'est n'importe quoi. Je comprends plus rien à cette affaire, vraiment. C'est la DGSE même. Oh merde. Oh merde. Les amis, je suis en règle, moi. Hein. Ah, ok? Tout est en règle. Tout est ok. Tout le monde ment sauf lui. Bah tiens, surtout que ça a l'air d'être un... Comment on appelle ça? Une grenouille de bénitier? Non. C'est quoi l'expression? Si, c'est ça, grenouille de bénitier? Je sais pas. Il me dégoûte mytho, je te jure. GG Pipa, merci. Ben, on dit pas merci à mon fournisseur d'internet, hein, voilà. On lui dit pas merci.